Merci d'être avec nous sur BFM TV. Si vous nous rejoignez, vous êtes bien dans l'après-midi info avec nous jusqu'à 17h à la une de l'actualité de ce dimanche. Où en est-on dans la contre-offensive de l'Ukraine lancée le 29 août pour reprendre les zones occupées dans l'oblast de Kherson? Nous ferons un point dans un instant avec le général Pellistrandi, notre consultant défense, alors que pendant ce temps, à Kiev, c'est une toute autre Ukraine qui vit presque comme si de rien n'était. Nous rejoindrons notre reporter Mathias Arès sur place. À la une également, 9 blessés dans un accident grave à Toulouse, dont 3 dans un état grave. Un automobiliste a percuté plusieurs piétons peu après 6 heures ce matin. Le préfet de la Haute-Garonne évoque un refus d'obtempérer. Nous tenterons de faire la lumière sur ce qu'il s'est passé avec notre invité Bruno Bartosetti, secrétaire national Unité SGP Police. Gabriel Attal lance un appel aux oppositions sur l'adoption du budget 2023. Je ne me résous pas à l'utilisation du 49.3, dit le ministre délégué au compte public dans Le Parisien. Et puis J-1 avant l'ouverture du procès de l'attentat du 14 juillet 2016 qui avait fait 86 morts, des centaines de blessés sur la promenade des Anglais à Nice. 8 accusés comparaîtront demain à la cour d'assises spéciale à Paris. Plus de 850 parties civiles se préparent à ce procès. Vous entendrez dans ce journal le témoignage poignant de la sœur de l'une des victimes. À la une de l'actualité, donc cette contre-offensive en Ukraine lancée par Kiev le 29 août dernier dans le sud du pays. Où en est-elle désormais? Nos reporters se sont rendus dans un village bordant la région de Kherson, à quelques kilomètres de la ligne de front. Les habitants ont vu l'armée ukrainienne repousser les Russes. Reportage de Joao Alencar, Jérémy Père et Thomas Boutin. Devant sa maison, une habitante essaye tant bien que mal de calmer son animal, perturbé par les bruits des bombardements au loin, quand soudain, 2 avions de chasse de l'armée ukrainienne. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe? C'est jour et nuit, c'est terrible. Oh mon Dieu, heureusement que ce sont les nôtres, sinon on serait morts. Soulagement, alors que les combats se déroulent à quelques kilomètres de ce petit village, derrière cette colline, dans le seul magasin encore ouvert. Les gens achètent en ce moment surtout des produits congelés, de la viande, des hot dogs. Arina a vu les choses évoluer ces derniers jours. Plus de militaires ukrainiens et moins d'habitants. Ces 3 derniers jours, j'ai vu 6 avions, dont 2 juste devant notre maison. Des ambulances aussi, une dizaine. Et des militaires font des allées et venues. Dans son tracteur, Volodymyr revient des champs où il travaille tous les jours. Son fils s'est engagé dans l'armée. Il est resté avec sa femme. Lui aussi a vu son village se transformer ces derniers jours. Et l'émotion le submerge. Je ne peux pas décrire ce que je ressens. C'est à l'intérieur de moi, j'en tremble. Ce n'est pas la Russie ici, ce sont nos enfants, les miens aussi. J'ai pas de mots. Sur la principale route du village, ce bruit sourd des frappes d'artillerie, cette odeur de poudre de canon et seulement quelques véhicules, des véhicules militaires ou des ambulances, signe donc que la contre-offensive est bel et bien lancée. Et pour tout comprendre de la situation sur le terrain, Anaïs Kroutz nous a rejoint. Bonjour Anaïs, cette contre-offensive, elle se déroule donc au nord du fleuve Dniepr, dans l'oblast de Kherson. Anaïs, pourquoi cette zone ? Eh bien parce que la ville de Kherson, c'est la première grande ville à avoir été prise par l'armée russe au début de la guerre, sans résistance, sans combat. Et donc elle a une importance particulière pour l'Ukraine qui depuis lundi a donc décidé de lancer une contre-offensive d'ampleur. On va le voir sur cette carte. Eh bien les forces ukrainiennes sont en train de regagner petit à petit du terrain au nord du fleuve Dniepr. Ça passe à la fois par des attaques très localisées au niveau de ces cercles rouges que vous voyez ici, avec de l'infanterie, des chars, un appui aérien pour créer des brèches dans cette ligne de front, et puis des tirs d'artillerie qui visent aussi toute la logistique, les dépôts de munitions, de carburant, et puis surtout l'armée ukrainienne veut frapper les ponts qui relient les 2 rives du Dniepr pour détruire ce qui peut s'apparenter à des lignes d'approvisionnement pour les Russes. Et donc l'objectif, c'est d'encercler les troupes ennemies. On parle de 20 000 soldats russes qui sont positionnés dans cette zone. Très peu d'informations sur les combats en cours de la part des
les autorités ukrainiennes depuis l'annonce de cette contre-offensive lundi. Ce qu'on sait, c'est que c'est une opération qui va prendre du temps. On est sur un terrain vallonné avec des villages dispersés, des champs, des rivières, donc une progression qui va être lente. L'objectif pour les Ukrainiens, c'est d'user les forces russes. La Russie doit d'ailleurs faire venir en renfort des soldats qui se trouvent vers Kharkiv et dans le Donbass. En clair, l'objectif des Ukrainiens, c'est d'arriver à rééquilibrer la situation sur le plan militaire avant l'automne et la période hivernale. Merci beaucoup Anaïs. Avec nous en plateau le général Jérôme Pellistrandi. Bonjour général, consultant défense BFM TV. Anaïs le disait, cette contre-offensive, elle progresse lentement, mais le président Zelensky se félicite de l'avancée de son armée. Est-ce que cette opération commence à faire ses preuves ? Oui, elle a débuté donc lundi dernier, ça fait une semaine. Alors, elle n'est pas spectaculaire au sens d'une grande percée qui irait jusqu'au fleuve Dniepr, mais on voit qu'il y a des progrès donc sur le terrain. C'est un terrain qui est compliqué parce qu'il n'y a pas de grandes routes, il n'y a pas de grands axes, mais petit à petit, voilà, les Ukrainiens regagnent ce terrain qui avait été trop facilement perdu donc au début de la guerre, avec cet objectif, aller jusqu'au Dniepr et si possible faire un maximum de prisonniers. Pourquoi ? Pour être dans une position de force avant en quelque sorte l'hiver, parce que l'hiver d'ici 2 mois va geler la ligne de front en quelque sorte, et donc l'Ukraine a besoin d'être en position de force, parce que de toute façon c'est un conflit qui s'inscrit désormais dans la durée et qui redémarrera de toute façon en 2023. Pour parler de la stratégie qui est mise en place, un conseiller du président Zelensky, Oleksiy Arestovitch, explique que la stratégie de l'armée ukrainienne, c'est un broyage systémique de l'armée de Poutine et que cette contre-offensive sera longue. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? En fait, ça veut dire qu'il faut donc détruire au maximum les forces russes, les équipements, mais aussi les hommes, faire des prisonniers. Ça s'inscrit dans un processus qui va être relativement long. Pourquoi ? Parce que la problématique des Russes, c'est qu'ils ont certes le matériel, mais ils manquent de ressources humaines. L'opération militaire spéciale devait être beaucoup plus courte. Et donc, pour les Russes, il y a un vrai choix stratégique à faire. Dégarnir les zones, comme ça a été très bien dit par Anaïs Krout, au nord et à l'est, pour renforcer, ou alors accepter de perdre cette rive droite de Dniepr. Donc on voit beaucoup d'enjeux dans les jours et semaines à venir. Merci beaucoup, Général. Et dans le même temps, à 600 km de là, à Kiev, c'est une toute autre Ukraine qui vit presque comme si de rien n'était. Mathias Arès, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV sur place. Les habitants ont repris une vie normale, Mathias ? Alors oui et non. Oui, les restaurants sont ouverts. Oui, l'école a repris. On estime qu'environ les 2 tiers des habitants de Kiev sont revenus dans la capitale. Vous voyez peut-être d'ailleurs des gens derrière moi qui se promènent. Nous sommes dans un quartier touristique. Pour autant, cette ville, ce n'est pas la Kiev d'avant le 24 février. Hier soir, nous étions avec une Ukrainienne qui a été absente depuis le début du conflit. Elle nous disait ne pas reconnaître sa ville. Elle parle d'une ville morose, une ville triste, une ville sans vie. Cette Ukrainienne, il y a quelques jours, nous étions avec Sonia Reno qui se trouve derrière la caméra sur une terrasse où il y avait un concert de musique. Le concert a dû être retardé de plus de 15 minutes parce qu'il y avait des sirènes aériennes. D'ailleurs, c'est l'une des premières choses qu'a expliqué l'organisateur, c'est qu'il fallait se tenir prêt à évacuer rapidement en cas de sirène aérienne. Donc oui, un retour à un semblant de normalité. Pour autant, il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête des habitants de Kiev. Il y a d'ailleurs toujours ici un couvre-feu entre 23h et 5h du matin. Merci Mathias Arès, en direct de Kiev avec Sonia Reno pour BFM TV. La guerre en Ukraine qui est à l'origine de la crise énergétique. Ce dimanche, l'Allemagne fait une annonce importante. On retrouve Violette Bonba, notre correspondante à Berlin. Violette, le chancelier Olaf Scholz indique que l'Allemagne pourra bien faire face à cet hiver et assurer son approvisionnement énergétique. Oui, Olaf Scholz se veut rassurant sur le risque de pénurie, en particulier sur le gaz, parce que c'est vraiment ça le problème ici. L'Allemagne consomme plus du double de gaz que la France en temps normal. Le chancelier a rappelé que l'Allemagne travaillait depuis des mois à se libérer de sa dépendance vis-à-vis de la Russie. Et c'est vrai, avec un certain succès. 55% du gaz consommé en Allemagne venait de Russie avant la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, on est tombé sous la barre des 10%. Berlin a diversifié son approvisionnement avec des livraisons de gaz en provenance de Norvège, des Pays-Bas, de Belgique. Les réserves stratégiques de gaz se remplissent plus vite
que prévu. Et puis, le gouvernement a lancé un vaste plan de sobriété énergétique pour les entreprises, les particuliers, l'administration publique. L'objectif est de réduire la consommation d'énergie, pas seulement de gaz, l'électricité par exemple également. L'objectif, c'est de réduire de 20% la consommation. Ça va au-delà des objectifs européens et français. Les efforts sont là. Pour autant, est-ce que cela suffira vraiment à faire face à cet hiver, comme le dit Olaf Scholz? Ici, la question fait débat. Ce qui est certain, c'est qu'il y a urgence pour le gouvernement à rassurer la population. On voit ici, on observe une grogne qui monte, à la fois en raison de la crainte de la pénurie, mais aussi en raison de l'inflation qui touche notamment les prix de l'énergie. Des appels à manifester ont été lancés pour les prochaines semaines. Merci beaucoup Violette Bonnebat, notre correspondante à Berlin. Dans l'actualité également ce dimanche, un automobiliste a fauché plusieurs piétons ce matin à Toulouse. Le procureur de la République évoque un refus d'obtempérer. Bilan, 5 piétons blessés. Des occupants de la voiture ont aussi été blessés. Au total, 3 personnes ont été hospitalisées dans un état grave. Image, vous le voyez, du véhicule accidenté, ou en tout cas ce qu'il en reste. Le conducteur a lui été placé en garde à vue. Clément Gauvin et Anna Guerre. La vitrine de cette épicerie a été complètement pulvérisée par la violence du choc. Ce dimanche, il est aux alentours de 6 heures quand un automobiliste renverse un groupe de piétons sur cette avenue située au nord de Toulouse. Le bilan est lourd, 5 blessés dont 3 grièvement. Cette habitante vit à quelques mètres seulement de l'endroit où s'est déroulé le drame. Je dormais et 6h10, j'ai entendu un gros choc, des cris. C'était énorme le bruit. Et quand je suis sortie, j'ai vu qu'il y avait une voiture qui était rentrée dans l'épicerie de nuit. Et après, j'ai vu des personnes couchées, des personnes crier. Et le conducteur a dit « j'ai perdu le contrôle ». À l'intérieur de la voiture, les 4 passagers ont également été blessés et pris en charge quelques minutes après l'accident par les 6 ambulances et les 25 sapeurs-pompiers très rapidement mobilisés sur place. L'arrivée sur les lieux de l'intervention, donc nous constatons un véhicule accidenté ayant percuté 2 autres véhicules ainsi qu'un groupe de piétons circulant sur la voie publique. Donc rapidement, il a fallu prendre en charge et faire un tri de l'ensemble des victimes, de les prioriser par rapport à leur état de gravité. Selon la préfecture, l'automobiliste avait commis plusieurs infractions au code de la route et un refus d'obtempérer aux forces de l'ordre. Mais selon le syndicat de police SGPFO, il était seulement suivi à distance par un véhicule de police et il n'y a pas eu de refus d'obtempérer. Le conducteur a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte et confiée au procureur de la République pour comprendre les circonstances de l'accident. Et nous sommes en contact avec Bruno Bartosetti. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire national unité SGP Police, chargé de la zone sud de Toulouse. Quels sont tout d'abord les éléments dont vous disposez de votre côté ? Oui, bonjour. Alors sans remettre en cause, bien sûr, on va dire la première analyse du procureur, c'est l'enquête qui va déterminer si on était dans un refus d'obtempérer pur ou si on avait affaire à des individus qui ont pris la fuite à la vue de la police. Dans tous les cas, de toute façon, on a malheureusement, on le voit, en admettant qu'on parte sur un refus d'obtempérer, on a en face de nous des personnes de plus en plus inconscientes qui prennent des risques incalculés, qui mettent leur vie en danger. Mais également, on le voit, la vie en danger de piétons avec 3 blessés, avec plusieurs blessés, dont 3 blessés grièvement. Ça, c'est le plus important à retenir, c'est-à-dire qu'au-delà des refus d'obtempérer, régulièrement, sous prise de stupéfiants ou d'alcool, on a des inconscients qui roulent à vive allure. Après des soirées de fête, et c'est insupportable. Est-ce que c'était un homme qui était connu des services de police ? Alors, là, à ma connaissance, non, cette personne ne serait pas connue des services de police. Mais c'est clair que, dans tous les cas de figure, connu ou pas des services de police, il va falloir qu'il réponde de son acte irresponsable. C'est un criminel qui s'ignorait au volant d'une voiture. Et voilà les conséquences, très certainement en tout cas, de l'alcool et des stupéfiants. Décrivez-nous le quartier dans lequel se sont passés les faits. Est-ce que c'est un quartier plutôt calme habituellement ou est-ce que c'est un quartier où ce genre d'incident est déjà survenu ? Alors,
ne m'en veuillez pas, mais sur le quartier, je n'ai pas la configuration. Ce qui est important de retenir aujourd'hui, il n'y a pas en matière de refus d'obtempérer ou d'inconscience au volant, il n'y a pas de quartier calme. Je crois que malheureusement, quand on sait qu'on a des refus d'obtempérer tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes en France, je peux vous dire que ce soit dans le monde rural ou en cycle urbain, dans beaucoup de secteurs, on a affaire à ce genre de comportement. Voilà, après... C'est vrai que ce qui va être important de retenir, et ce qui est très très important de retenir, c'est que lorsqu'on a des individus qui n'hésitent pas à foncer, à accélérer lorsqu'ils voient des policiers ou sans les voir d'ailleurs, eh bien, ce sont eux les responsables, ce sont eux les auteurs, ce sont eux les criminels. Et là, bien sûr, le conducteur a été interpellé, il va répondre de son acte. Il est en garde à vue actuellement. Des sanctions très sévères. Oui, absolument, il est en garde à vue, il va répondre de son acte et j'espère vraiment qu'il sera sanctionné très sévèrement. Et quels sont les actes de non-respect du code de la route qui ont été observés par les policiers? Alors, l'observation, c'est plusieurs infractions au code de la route, franchissement de feu rouge et surtout l'allure excessive de ce véhicule qui donc du coup attire l'attention des policiers et on voit les conséquences. Franchement, j'ai pas la procédure sous les yeux pour vous dire avec exactitude toutes les infractions qui ont été relevées à l'endroit de ce conducteur. Merci beaucoup Bruno Bartosetti d'avoir été avec nous en direct cet après-midi sur BFM TV. Dans l'actualité également, Gabriel Attal veut préparer le budget 2023 en concertation avec les oppositions et ce pour éviter le recours au 49.3. Voici ce qu'il dit dans une interview aux Parisiens face à certaines déclarations des oppositions. Cela laisserait peu d'autre choix que l'utilisation du 49.3. Je ne me résous pas à cette perspective. Le 49.3 qui, on le rappelle, permet de faire passer à l'Assemblée nationale un texte sans vote. Anne Sora Dubois est avec nous du service politique de BFM TV. Gabriel Attal qui aimerait donc éviter, on a vu l'adoption du budget avec ce 49.3, même s'il estime également que l'exécutif risque de ne pas avoir finalement d'autre choix. Oui, c'est la méthode de la carotte et du bâton. Toujours pas de majorité absolue pour le parti présidentiel à l'Assemblée nationale. Et on s'oriente donc vers la première grande épreuve de cette législature, on le comprend avec le budget, puisque les fins de non-recevoir se sont accumulées ces derniers jours jusqu'à Jordan Bardella, qui était l'invité de BFM Politique à la mi-journée, et qui lui aussi a écarté cette possibilité de se rendre à Bercy pour aller discuter avec Gabriel Attal, disant l'espace de discussion, c'est l'Assemblée nationale désormais, ça n'est pas un ministère, et disant aussi si jamais le gouvernement va jusqu'à 49.3, eh bien nous agiterons un autre chiffon rouge qui est celui de la motion de censure. Donc c'est non pour le Rassemblement national, c'est non aussi pour les Républicains qui étaient réunis ce week-end pour leur journée parlementaire. Bruno Retailleau disant ce n'est pas une main tendue, c'est une main qui cherche une bouée de sauvetage. Puis c'est non aussi pour la NUPES, en tout cas à ce stade, qui demande en tout cas des négociations avant d'aller discuter dans l'arène de l'Assemblée nationale, des négociations très importantes sur la teneur de ce budget dont on imagine assez bien à cette heure qu'elle ne serait pas acceptée par le gouvernement. Donc il n'y a pas d'autre option en effet pour le gouvernement que cette option de cette méthode de la carotte et du bâton. La carotte, c'est venez discuter à Bercy, on peut amender notre texte. Le bâton, c'est on finira peut-être par utiliser le 49.3. Il faut bien dire que à ce stade, le gouvernement n'a pas vraiment d'autre choix en effet, puisque le budget, on vous le rappelle, c'est un texte très politique, c'est-à-dire qu'on va déterminer le budget qui sera accordé à chacun des ministères. Donc c'est vraiment la validation par les finances de la politique qui est conduite par un gouvernement. Et effectivement, c'est normal que les oppositions jouent leur rôle d'opposition. Le 49.3, ça réglerait la question à l'Assemblée, mais beaucoup moins du côté de l'opinion, parce que ça laisse toujours des traces, effectivement, que de dégainer cette arme de destruction massive, en quelque sorte, démocratique. Merci beaucoup, Anne, pour ces précisions. C'est demain que s'ouvrira à Paris le procès de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Cette attaque sur la promenade des Anglais avait fait 86 morts, dont 15 enfants et adolescents, et plus de 450 blessés. 8 accusés seront jugés à partir de demain. Et les parties civiles, plus de 850 se préparent d'ores et déjà à l'événement. Nous avons rencontré une famille déchirée, la famille Borla. Ils ont perdu leur fille Laura, 13 ans à l'époque. Sa sœur jumelle Audrey nous livre son récit, un sujet de Julie Drouot avec les équipes de BFM Nice. Audrey a perdu sa sœur jumelle Laura le soir de l'attentat de Nice. À l'approche du procès, les souvenirs remontent et ravivent les plaies. On est rentré dans un bureau et ils nous ont annoncé il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on a retrouvé votre sœur, mais la mauvaise, c'est qu'elle est sans vie en fait. C'était comme si ils me coupaient cette veine en fait qui relie mon cœur et son cœur. C'est comme si on me compressait tellement le cœur
qu'au final, j'ai cette incapacité de respirer et j'ai perdu toute force en fait. Malgré la souffrance psychologique, Audrey se prépare depuis plusieurs semaines pour témoigner au procès à Paris. On reste en famille, on échange sur comment ça va se passer, quel état d'esprit on va avoir, même actuellement quel état d'esprit on a. Et j'ai l'impression qu'elle m'a donné son bien et je sais que je l'emporte avec moi et je sais que le jour du procès où je témoignerai, je l'aurai près de moi. Même préparation pour Jacques, son père. Il attend beaucoup de ce procès où 8 accusés seront jugés. C'est ce que peut-être elle de là-haut, elle attend. Qu'on la défende et qu'on dise vraiment ce qu'on a au fond, ce qu'on a vécu, tout ça là. Mais je veux qu'il soit condamné. Arme ou pas arme, ou complice, eh bien, il doit prendre la même chose. Parce que pour moi, ils ont les mains pleines de sang. Père et fille font partie des 865 parties civiles à ce jour, prêtes à témoigner devant la cour d'assises. Tous deux espèrent que leurs récits motiveront de nouvelles personnes à se constituer partie civile. Elles ont jusqu'à la fin des débats pour se manifester. L'actualité à l'étranger au Royaume-Uni, qui pour remplacer Boris Johnson comme Premier ministre, lui qui avait démissionné au mois de juillet. Le résultat est attendu demain. Marion Russell, vous êtes notre correspondante à Londres. Liz Truss fait figure de grande favorite pour succéder à Boris Johnson. Oui, selon toute vraisemblance, Liz Truss devrait devenir demain la 3e femme de l'histoire à devenir Première ministre du Royaume-Uni. Depuis plusieurs semaines, celle qui est encore ministre des Affaires étrangères fait la course en tête dans les sondages, devançant largement, parfois par plus de 40 points, son opposant Rishi Sunak. Alors Rishi Sunak, c'est l'ancien chancelier de Boris Johnson et sa démission en juillet dernier avait précipité aussi le départ du Premier ministre. Alors les deux candidats se sont affrontés au cours d'une campagne de 6 semaines avant de se soumettre donc au vote des 180 000 membres du Parti conservateur. C'est assez particulier car ça ne représente que 0,3% de la population et ce sera donc un des enjeux de cette prise de fonction, gagner une certaine légitimité auprès du reste de la population. Et ils seront attendus au tournant car Boris Johnson, malgré sa démission, restait Premier ministre durant cet été, mais il a surtout brillé par son absence et son silence face notamment aux enjeux économiques auxquels le pays fait face. Le futur Premier ministre sera donc très vite plongé dans le grand bain avec un certain nombre de dossiers brûlants sur la table. En tête, on peut penser à ce taux d'inflation à 2 chiffres et qui pourrait atteindre 22% l'année prochaine, mais aussi ces grèves qui paralysent le pays depuis plusieurs semaines. Les Britanniques attendent aujourd'hui que le futur Premier ministre annonce des mesures concrètes face à l'inquiétude qui monte pour les mois à venir. Merci Marion Russell en direct de Londres pour BFM TV. 16h22, restez avec nous à suivre sur BFM TV. Nous retournerons dans le Pas-de-Calais à Noyelles-sous-Lens où des enfants d'une même famille ont été découverts cette semaine ligotés dans une maison. Nous suivrons les suites judiciaires de cette affaire avec des parents qui ont été placés sous contrôle judiciaire. A tout de suite. Le Déj Info est de retour sur BFM TV. On est tous de retour. Toute la bande, évidemment, en pleine forme et à midi pour ne pas changer évidemment nos bonnes habitudes au menu 2 heures de direct au plus près de l'actualité, vous le savez, partout en France. Chez vous, évidemment, dans la bonne humeur. Le Déj Info, du lundi au vendredi, dès midi, en direct sur BFM TV. Mais dis donc, t'es plein d'énergie en ce moment. Bourré d'énergie! Groupe Verlaine m'a installé une centrale photovoltaïque de 3 kg au prix de 7 900 €. Du coup, je produis et je consomme maintenant ma propre électricité. Youhou! Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 36 20 et dites Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, on t'aime. Prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger? Non, un double cheese. Retrouvez désormais le double cheese en menu best-of et maxi best-of dans tous nos restaurants McDonald's. Ce n'est pas du cinéma. C'est la nouvelle Dacia Sandero. Design réinventé, équipement 100% utile. Nouvelle Dacia Sandero EcoG à partir de 5 € par jour, soit 150 € par mois, plus 4 ans d'entretien inclus. Et pendant les jours essentiels du 15 au 19 septembre, la nouvelle gamme Dacia est disponible à la commande. À la Caisse d'épargne, on sait que 29% des jeunes actifs vivent encore chez leurs parents. 29% qui doivent supporter leur manie et leur humour.
la flexibilité aussi. 29% à qui la Caisse d'épargne propose des solutions avantageuses pour prendre leur indépendance. Caisse d'épargne, vous être utile. Pour réussir, on vous a dit qu'il faut parler plus fort que tout le monde. Oui, bien sûr, nous avançons sur votre dossier. J'attends simplement la signature. C'est parfait, merci. J'ai hâte de travailler avec vous. Heureusement, les règles ont changé. Collaborez efficacement avec le PC portable HP Envy X360 et la fonction de réduction de bruit. Avec HP, travaillez sereinement, sans oublier de vous divertir. Citoyen, elle ferait quoi pour vous, la mutuelle de demain? Oui, Extramuros. Bah, elle me permettra de voir des médecins, déjà que je suis pas à côté. Moi? Pas idiot. Moi? Oui, Pénémiope. Demain, je pourrais peut-être pas empêcher mes enfants d'utiliser une tablette, mais j'aimerais au moins qu'ils aient des bonnes lunettes. Oh, excusez-moi, Micros? Oui, Malochicos. Non, c'est super, hein, la mutuelle de demain et tout, mais je la lancerai bien aujourd'hui, moi, en fait. Parce que je fais comment si j'ai besoin d'une nouvelle couronne? Bah oui. Chez Aizu Mutuelle, on anticipe ensemble vos futurs besoins. C'est ça, la mutuelle d'aujourd'hui. Eh frérot, t'as encore changé de mode de chauffage? Et c'est l'isolation par l'extérieur. Ma mère s'est inscrite sur groupeverlaine.com. Ils s'occupent de tout, même des aides. Pour notre maison, elle ne paie que 79 € par mois. Ils lui ont même refait ses façades. Groupe Verlaine, on t'aime. Inscription sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Voici Hugo. Tout le monde l'adore. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'Hugo utilise Babel pour apprendre l'espagnol. Babel propose des leçons basées sur la conversation et des outils créés par des experts. Ce qui signifie qu'Hugo parle avec confiance. Il se sent comme quelqu'un du coin. Qué bonito día para un pescado. Enfin, presque. Ah, para un paseo. Qué bonito día para un paseo. Commencez à parler une langue avec confiance. Téléchargez l'appli Babel ou rendez-vous sur babel.com. Est-ce que vous venez à l'agence pour un projet avec l'adresse? La météo avec l'adresse. Assez de changer de mode de chauffage. Gagnez en confort devant la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. C'est une belle journée ce dimanche avec le retour de larges éclaircies, des températures en hausse. Mais on a malgré tout ce système dépressionnaire sur l'Atlantique qui va nous occasionner pour ces prochains jours des précipitations. Alors déjà cet après-midi quelques-unes sur la pointe bretonne et pour demain ça continue. On va avoir ce temps instable sur la Bretagne avec des averses orageuses. Tout ça va s'étendre également mais dans une moindre mesure au quart nord-ouest. On aura toujours des entrées maritimes sur le golfe du Lion portées par le vent d'OTAN. Et puis, nous allons retrouver dans l'après-midi une activité un petit peu plus marquée avec des averses orageuses, localement de la grêle sur le sud du Massif central. Toujours des nuages plus nombreux sur la pointe bretonne avec quelques orages. Et puis de belles éclaircies quand même qui reviennent tout doucement par la façade atlantique. Un coup d'œil à vos températures pour demain matin. Des valeurs qui seront en hausse comprises entre 12 et 22 degrés à Toulouse, à Nice aussi. Dans le courant de l'après-midi, les températures seront en hausse sur les régions du sud. On attend encore 33 degrés du côté de Toulouse. Il en fera 26 à Paris, 33 aussi à Auxerre et 22 degrés pour Brest. Est-ce que vous venez à l'agence pour un projet avec l'adresse? C'était la météo avec l'adresse. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Sortez de la précarité énergétique en isolant votre maison par l'extérieur avec Groupe Verlaine. Groupeverlaine.com. 16h30 sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans l'après-midi info. À la une de l'actualité, les parents suspectés d'avoir maltraité leurs enfants à Noyelles-sur-Lens dans le Pas-de-Calais sont actuellement sous contrôle judiciaire. Leurs enfants sont placés provisoirement hors du domicile. Dans la commune, vous le verrez, l'incompréhension demeure. Nous retrouverons sur place notre reporter Yael Khan et nous ferons le point sur les suites judiciaires possibles avec notre invitée, l'avocate Janine Bonadjunta. Dans l'actualité également, la contre-offensive lancée le 29 août pour reprendre les zones occupées dans l'oblast de Kherson. Nous ferons un point dans un instant, alors que pendant ce temps, à Kiev, c'est une toute autre Ukraine qui vit presque comme si de rien n'était.
Joe Biden est un ennemi de l'État. Aux États-Unis, Donald Trump invective son successeur en meeting en Pennsylvanie. Une réponse aux accusations de Biden la veille, qui avait lui décrit Trump comme un danger pour la démocratie. Nous serons avec notre correspondante aux États-Unis, Sonia Dridi, dans cette édition. Mais tout d'abord, essayons de comprendre ce qu'il a bien pu se passer derrière les murs de cette maison de Noyelles-sous-Lens, dans le Pas-de-Calais, après le signalement par l'aîné des 10 enfants du foyer, dénonçant des faits de maltraitance, des conditions de vie indignes. Les parents en garde à vue hier ont ensuite été placés sous contrôle judiciaire et leurs enfants provisoirement placés. Dans la commune, l'incompréhension demeure. Emeline Darcourt, Yael Kahn, Charlotte Fleury avec Mariam Tobmassian. Que se passait-il derrière les murs de cette maison familiale à Noyelles-sous-Lens où vivait un couple parent de 10 enfants? Un de leurs fils majeurs est allé trouver la police. Ces récits ont incité les forces de l'ordre à se déplacer au domicile. Mardi 30 août, ils y trouvent, d'après le site Actu Pas-de-Calais, 2 enfants de 2 et 5 ans attachés sur des chaises hautes dans leurs excréments. Le site précise, les enfants subissent des violences et des fessées. Les voisins sont sidérés. C'est honteux de faire des trucs comme ça à des enfants. J'étais choquée de ça, d'apprendre, quoi, parce que ils n'avaient pas l'air d'être méchants comme parents, quoi. Je sais qu'il y a un enfant, j'étais à l'école primaire avec lui. Il avait l'air tout à fait normal, il allait en cours. Franchement, je pensais pas qu'il allait être maltraité. Les proches de la famille, eux, appellent à la prudence. Leur récit du mardi 30 août est différent. J'étais pas là le jour. Le papa avait un rendez-vous et la maman s'occupait de ses enfants. Voilà, mais elle s'occupait un par un. Elle ne peut pas s'occuper du bébé, du dernier né et des 2 autres filles. Et ce sont des enfants de bas âge qui, s'ils marchent par terre, peuvent se cogner aussi. Et la maman était en train de donner le biberon à son autre petit dernier, sa petite. Donc elle ne pouvait pas s'occuper de tous ses enfants en même temps. C'est normal. C'est des parents qui aiment leurs enfants. Il n'y a pas eu autant de mal que ce que disent les médias. Les parents touchaient près de 2 700 € d'aide sociale par mois. D'après les voisins, le père de famille avait un travail non déclaré. La mère, elle, était demandeuse d'emploi. Pour l'heure, les enfants font l'objet d'un placement provisoire. Ils ne pourront pas tous être entendus parce qu'il faut être en capacité de verbaliser et pour ça il faut avoir conscience de la souffrance que l'on a vécue, mais ils vont pouvoir être observés, choyés, soignés et puis on va pouvoir les faire jouer, faire des jeux avec eux pour essayer de voir s'ils arrivent à manipuler par exemple des petits personnages pour rejouer des scènes qu'ils vivent au quotidien et qu'ils jugent comme des scènes banales du quotidien, d'un quotidien en famille. Pour ce qui est des parents, ils ont été laissés libres et placés sous contrôle judiciaire. Yael Kahn, vous êtes notre envoyé spécial à Noyelles-sous-Lens. Lors de leur garde à vue, les parents âgés de 40 et 44 ans ont reconnu les faits. Ils sont actuellement placés sous contrôle judiciaire. Oui, c'est ça. Ils sont actuellement placés sous contrôle judiciaire. Avant cela, ils ont été présentés à un juge et mis en garde à vue pour violence sur mineur par ascendant et soustraction aux obligations légales. Alors, les parents ont reconnu les faits. Le fait que les 2 enfants âgés de 2 et 5 ans aient été ligotés sur leur chaise haute et dans leurs excréments. Mais voici les explications qu'ils donnent. La mère était seule à la maison avec ses 6 enfants. Le mari était sorti et elle donnait le biberon au plus jeune, âgé de 5 mois, en attendant de s'occuper des deux autres. Concernant les enfants, ils étaient, selon une source, au nombre de 6 dans l'appartement et non au nombre de 10. Tous mineurs, ils ont été placés. Les 4 autres enfants sont partis du domicile il y a quelques années et c'est l'un d'entre eux, celui qui est âgé de 21 ans, qui a déposé plainte. Alors comment cela s'est passé? Une dispute a éclaté avec son père. Il a appelé son frère aîné de 24 ans pour l'accompagner au commissariat de police et le jeune homme de 21 ans a déposé plainte pour maltraitance. Celui de 24 ans aurait fait une déposition mais n'aurait jamais porté plainte. Merci Yael Kahn pour ces dernières précisions en direct donc de Noyelles-sur-Lens avec Charlotte Fleury. Une enquête est donc en cours. Bonjour maître Janine Bonanjunta, vous êtes avocate, également marraine de l'association Eliane Rubers contre les violences intrafamiliales et l'inceste. Tout d'abord, comment se fait-il qu'après avoir reconnu les faits, un juge est estimé pouvoir remettre en liberté les parents suspectés même sous contrôle judiciaire? Pourquoi pas en détention provisoire? Oui, bonjour. Je suis assez choquée d'ailleurs d'entendre que des maltraitances sur enfants
puissent ne pas punir plus sévèrement. Alors peut-être que la raison résulte dans le fait que l'enquête n'est pas terminée, elle commence et peut-être qu'on veut avoir de plus amples informations. Mais c'est vrai que les maltraitances sur enfants ne sont pas sévies comme elles devraient l'être. Il y a très peu de condamnations et peu de sanctions pour les parents qui maltraitent leurs enfants. Ça, c'est une incompréhension totale de ma part, parce que je trouve que c'est extrêmement grave. Ces enfants sont livrés à eux-mêmes, sont laissés dans des maisons d'horreur, de non-dits, de silence, de torture peut-être aussi, peut-être de séquestration. Et je trouve que les faits sont très graves. Et c'est un crime pour moi, ce qu'ils ont fait. Si vraiment les faits... Effectivement, on attendra l'enquête, l'évolution de l'enquête, mais il y a deux choses qui nous interpellent, maître, c'est, vous en parlez effectivement, le fait donc que ses parents aient à ce stade été laissés libres et la peine encourue, 2 ans de prison seulement, 30 000 € d'amende, si donc les faits sont reconnus. Alors, il y aura quand même peut-être une graduation. Hein. Tout dépend des violences, si elles sont beaucoup plus graves. Et ça, l'enquête nous le dira. Mais aujourd'hui, effectivement, les parents sont renvoyés pour maltraitance sur enfants. Et ils encourent entre 2 ans et 10 000 € ou 5 000 € d'amende. Ce qui est complètement incroyable, dans la mesure où des faits se sont produits, bien sûr, identiques. Les parents ont été condamnés, pour la mère, souvent avec du sursis, et pour le père, dans le meilleur des cas, 2 ans d'emprisonnement ferme. Et je trouve ça scandaleux. Parce que la peine que subissent ces enfants, elle est à vie. Elle est à vie, ces enfants souffriront à vie, et physiquement, bien sûr, surtout psychologiquement. Ils ne s'en remettront pas. Ils ne s'en remettront pas parce que des parents ont osé les maltraiter et ils n'oseront jamais affronter la vie. Ça va être des adultes extrêmement fragiles et qui peut-être eux-mêmes reproduiront les maltraitances. Mais en tous les cas, j'espère pour eux qu'ils vont sortir, mais il faudra énormément de travail avec les psychologues. Alors, en précisant que les parents ont été hier placés en garde à vue pour soustraction aux obligations légales et violences sur mineurs par ascendant. Justement, vous évoquiez le sort de ces enfants. Aujourd'hui, ils sont en placement provisoire. Comment ça se déroule, ce genre de situation, surtout dans le cas de fratries aussi importantes? Alors, je crois savoir qu'il y a des enfants. Ce n'est pas simple parce que généralement, les enfants, on les place ou en foyer ou dans des familles d'accueil. Puisque les choses sont très graves, ils sont extrêmement bouleversés, donc très souvent on privilégie la famille d'accueil, mais 10 enfants peuvent être placés séparément. Personne ne va accueillir 10 enfants dans la même famille. Et dans le foyer, bien évidemment, comme il y a des âges différents, ils seront placés finalement dans des sections, dans des structures différentes, et ce qui est dommage. Alors, les enfants étaient extrêmement... impactés, parce que je crois qu'il manquait de soins, au point qu'avant de les mettre en foyer, il a fallu les soigner, les habiller, et je pense qu'ils sont extrêmement bouleversés de ce qui arrive, parce qu'encore une fois, ils sont sortis de leur endroit familial, qui même que néfaste, bien qu'il soit néfaste et bien qu'il soit toxique, finalement, ça n'en reste pas moins leur foyer. Et les enfants, même maltraités, aiment leurs parents, il faut le savoir, et ne parlent pas. Et c'est là toute l'ambiguïté. Donc les enfants ne peuvent pas parler, mais c'est aux institutions de parler. C'est aussi aux institutions d'être formées, à savoir le maire du village, les voyez, l'école, les médecins. Il y a quand même 10 enfants. Sur les 10 enfants, il serait extrêmement étonnant que personne ne soit rendu compte de leur malaise, de leur mal-être, de leur déséquilibre, de leurs absences à l'école. Donc, en ce cas, moi je dis que le dysfonctionnement de la société, des institutions, est très grave, parce que ça ne doit pas passer au travers des institutions. Merci beaucoup, maître Janine Bonadjunta, d'avoir été avec nous cet après-midi sur BFM TV. On en vient à l'actualité à l'étranger à présent. BFM TV est en Ukraine pour suivre au plus près la contre-offensive ukrainienne dans le sud du pays, annoncée lundi par le président Zelensky. Vous le voyez notamment à la zone de Kherson, qui est souhaitée, en tout cas pour la reconquête entre guillemets des Ukrainiens. Les habitants des villages proches de la ligne de front ont décrit à nos reporters sur place, Joao Olenkar et Jérémy Père, cette riposte lente menée dans le blast de Kherson, au nord du fleuve Dniepr. Et c'est une toute autre atmosphère qui règne à 600 km au nord de là, à Kiev. Sauf le couvre-feu nocturne rappelle les habitants à la réalité de la guerre dans leur pays. Le reste du temps, vous allez le voir, la capitale vibre au rythme d'une vie presque normale. Sonia Reynaud, Mathias Sarrez.
Retrouver la légèreté. Miroslava et sa maman ont fui les bombes de Berdiansk au sud-est de l'Ukraine. Alors ces instants de joie, elle les savoure. J'ai éclaté des bulles. Tu aimes bien éclater des bulles? Comme cette petite fille, ils sont nombreux à venir chaque jour profiter du parc Shevchenko de Kiev. Nikolai vient ici jouer aux échecs depuis 55 ans et rien ne l'en empêchera, pas même la guerre. C'est ma passion depuis l'enfance, donc j'ai gardé cet amour pour les échecs toute ma vie. La vie nocturne aussi reprend ses droits dans la capitale. Ce soir-là, sur un toit, Daria et son ami viennent écouter un air de jazz. Quand la musique résonne, quand l'art continue, cela veut dire que nous sommes vivants. Des moments agréables qui ont du sens pour ces men, soldats en permission. Certains militaires disent que quand ils reviennent et voient les villes paisibles, ils savent pourquoi ils luttent. Malheureusement, le souvenir de la guerre se rappelle à tous. À 23h, il faudra laisser partir Armstrong. Couvre-feu oblige. Et puis on voulait aussi vous faire écouter cette déclaration de l'épouse du président ukrainien, Olena Zelenska, qui a accordé une interview à la BBC, interrogée sur la forte inflation qui touche les Britanniques. Voici ce qu'elle répond. Bien sûr, je comprends que la situation est très difficile, mais permettez-moi de vous rappeler qu'au moment de l'épidémie de Covid-19, et elle est toujours d'actualité, lorsqu'il y a eu des hausses de prix, l'Ukraine a également été touchée. Là, les prix augmentent en Ukraine, mais en plus, notre peuple se fait tuer. Donc quand vous comptez vos centimes, nous aussi nous le faisons, et en plus, nous comptons nos victimes. Retour en France où l'explosion des prix justement de l'électricité ou encore du gaz en partie liée à l'invasion russe en Ukraine préoccupe de nombreux Français à quelques mois seulement de l'hiver. Alors pour y faire face, Gabriel Attal assure que le gouvernement maintiendra le bouclier tarifaire en 2023. Bonne ou mauvaise idée, voici ce qu'en pense politique et économiste Aurore Villemur. Crise de l'énergie, inflation qui perdure. Pour ne pas se laisser déborder par les hausses des prix, le gouvernement maintient le bouclier tarifaire en 2023. En 2023, si on ne faisait rien, la facture d'électricité augmenterait en moyenne de 100%. Cela fait 120 € pour la facture moyenne des Français par mois. Pour le moment, aucun chiffre n'a été avancé par le gouvernement, mais le prix de l'électricité pourrait être plafonné autour de 10% de hausse. Pour Carl Olive, député Renaissance, le gouvernement prend ici une bonne décision. Tous les Français, au-delà des partis politiques, doivent pouvoir se satisfaire de ce qui se passe. Et puis, à la fin de l'année, on prendra des décisions. Des décisions dont se méfie l'opposition. À droite comme à gauche, la facture inquiète. Quand j'entends Gabriel Attal dire « ce sera ni plus de dettes, ni plus de coûts pour les familles », ça me semble totalement impossible. Et je pense qu'on raconte aujourd'hui des salades aux Français. À chaque fois qu'on va soulager face aux conséquences de l'inflation le portefeuille et le porte-monnaie de nos concitoyens, ça va dans la bonne direction. Sauf que là, j'ai un peu l'impression que ça navigue à vue. Selon le gouvernement, le bouclier tarifaire aurait déjà coûté environ 24 milliards d'euros depuis sa mise en place l'an dernier. Du gâchis pour cet économiste. C'est de la dette pour nos enfants. Moi, je pense qu'il faut plus agir sur les causes. Par exemple, sur la tarification, le fait que le prix de l'électricité soit indexé sur le gaz, ça, c'est une catastrophe. Il faut plutôt agir là-dessus plutôt que de dépenser de l'argent comme ça à fond perdu. En 2022, selon le gouvernement, le bouclier tarifaire a permis de bloquer à 4% une augmentation qui devait être de 40%. Résolution de rentrée pour le gouvernement. Gabriel Attal déclare vouloir faire approuver le budget 2023 sans devoir dégainer le fameux article 49.3 de la Constitution. Un moyen, on le rappelle, de faire passer un texte sans vote à l'Assemblée nationale. Et pour l'éviter, le ministre délégué au compte public invite l'opposition à la concertation lors des dialogues de Bercy, avant même la présentation du texte en Conseil des ministres. Une initiative inédite que rejette en bloc l'eurodéputé et candidat à la présidence du Rassemblement national, Jordan Bardella. Il était l'invité de BFM Politique à la mi-journée. Ne votera pas le budget. Je n'irai pas à Bercy dialoguer avec Gabriel Attal, mais j'en discuterai avec lui volontiers sur peut-être l'un de nos plateaux dans un débat que peut-être on aura l'occasion de faire. Avec plaisir. Monsieur Bardella, d'un mot, il y a la possibilité pour le gouvernement d'utiliser le 49.3 pour faire passer ce texte du budget. Est-ce que pour vous, il y aurait des conséquences, des conclusions à tirer, par exemple une motion de censure ? Bien sûr qu'il y aura des conséquences à tirer. Probablement que nous déposerons une motion de censure. Nous verrons. Encore une fois, il y aura une discussion. L'Assemblée nationale reprend les commissions en ce moment, mais les séances plénières à partir du début du mois d'octobre. Mais comprenez bien aujourd'hui que la conversation se passe avant les Français octobre seront protégés et défendus à l'Assemblée nationale.
L'actualité aux États-Unis à présent, à 2 mois des élections législatives de mi-mandat prévues le 8 novembre. Donald Trump poursuit ses meetings de soutien aux candidats républicains auprès de partisans réunis hier à Wilkes-Barre en Pennsylvanie. L'ancien président américain n'a une fois encore pas été tendre à l'encontre de Joe Biden. C'est Joe Biden, l'ennemi de l'État. Vous voulez connaître la vérité ? C'est lui et le groupe qui le contrôlent qui sont les ennemis de l'État. On prend la direction des États-Unis. Sonia Dridi, vous êtes notre correspondante à Washington. Donald Trump a qualifié Joe Biden d'ennemi de l'État, une invective en réponse au discours particulièrement virulent tenu la veille, cette fois-ci par Joe Biden, qui lui avait décrit son prédécesseur comme un danger pour la démocratie. Oui, à l'approche des élections de mi-mandat, c'était hier au tour de Donald Trump de lancer ses salves. Il se trouvait donc en Pennsylvanie, un État clé pour les élections. Il était là pour soutenir 2 candidats républicains, mais au final, il les a à peine mentionnés. Il a surtout parlé de Joe Biden, qu'il a attaqué avec virulence. Il répondait donc au discours quelques jours plus tôt de Joe Biden. Et Donald Trump a dit à propos du président, c'est lui l'ennemi de l'État. Il a dénoncé un discours vicieux, haineux, diviseur. Alors pour rappel, jeudi soir, Joe Biden a lui prononcé un discours dans lequel il a dit que Donald Trump et ses partisans étaient... il a dénoncé l'extrémisme de Donald Trump et de ses partisans en disant qu'il représentait une menace pour l'État. Hier encore, Donald Trump a dénoncé les résultats de l'élection de 2020 et il a laissé entendre qu'il pourrait se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Merci beaucoup Sonia Dridi, la correspondante de BFM TV aux États-Unis. On en vient à présent à cette grave collision entre une voiture et des piétons ce matin à Toulouse. Un conducteur a été placé en garde à vue après avoir commis plusieurs infractions au code de la route, puis percuté un autre véhicule et renversé des passants sur l'avenue de Fronton peu après 6 heures. La préfecture ainsi que le procureur évoquent un refus d'obtempérer qui aurait fait 9 blessés, dont des occupants de la voiture incriminés, 3 blessés graves, 5 en urgence relative, 1 léger. Les circonstances de l'accident font l'objet d'une enquête. Une riveraine nous décrit la scène. Je dormais, j'ai entendu un gros choc, des cris et beaucoup de... Comme je ne savais pas ce qui arrivait. C'était énorme le bruit. J'ai sorti à ma fenêtre et j'ai regardé l'heure, il était 6h10. Et quand je suis sortie, j'ai vu qu'il y avait une voiture qui était rentrée dans l'épicerie de nuit. Et après, j'ai vu des personnes couchées, des personnes crier. Et le conducteur a dit, j'ai perdu le contrôle. Petit point météo à présent, alors que les températures restent élevées aujourd'hui encore après un début d'été marqué par plusieurs vagues successives de chaleur. Ce ouf, entre guillemets, de soulagement pour les Niçois, Sandra Larune, spécialiste météo, entre guillemets, ce ouf, parce que la série record de 66 nuits tropicales a enfin pris fin. Absolument. Elle a pris fin la nuit dernière, la nuit du 3 au 4 septembre. Mais en effet, c'est un petit ouf parce que c'est une nuit tropicale. C'est une nuit où la température ne descend pas en dessous des 20 degrés. Alors vous allez peut-être un petit peu rire. En tout cas, c'est vrai, c'est un fait avéré. La série s'est arrêtée, mais le mercure a quand même atteint 19,8 degrés. Donc on est 0,2 degrés en dessous des 20 degrés. Donc ça reste quand même très difficile pour les Niçois. Mais c'est vrai que voilà, cette série se termine. L'ancien record, c'était 50 nuits consécutives. C'était en 2016. Et en 2003, c'était 53 nuits consécutives. Donc c'est vrai que cette année est exceptionnelle. Ben, voilà, ça prouve encore que cet été 2022 était exceptionnel. Au maximum de l'été, la température la plus chaude cet été à Nice, mais la nuit, on parle de la nuit, c'était 27,9 degrés. Donc une température, donc là on parle de canicule évidemment. Le record absolu en revanche lui n'a pas été battu. C'était le 7 août 2015 à Nice dans la nuit. Il avait fait jusqu'à 28,1 degrés. Donc la cause, c'est toujours cette Méditerranée extrêmement chaude, exceptionnellement chaude aussi cette année, puisque la station météo qui relève donc la température, elle se situe au niveau de l'aéroport, et l'aéroport de Nice, il se situe quasiment sur la mer. Alors vous voyez, c'est un répit quand même assez bref, même s'il est à peine sensible pour les habitants. La nuit dernière, on a à peine vu la différence malgré tout, mais c'est vrai qu'on est sous la barre des 20 degrés. Vous l'avez vu, les nuits prochaines vont rester encore extrêmement chaudes tout au long de la semaine. On sera entre 21 et 22 degrés au réveil, donc ça veut dire encore des nuits très chaude. Merci beaucoup pour ces précisions. Sandra Larue, spécialiste météo BFM TV.
On connaît tous un petit peu le problème, si l'on est parent, des enfants qui ne décrochent pas de leur tablette, de leur portable ou autre écran. Eh bien, cette information devrait vous intéresser. Oui, pour mieux protéger les enfants des dangers d'Internet, les fabricants d'appareils électroniques devront bientôt obligatoirement les équiper d'un nouveau dispositif de contrôle parental. Maëva Lamy et Christophe Napoli. Autour de cette balançoire, des enfants âgés d'une dizaine d'années. Tous ont un point commun, ils passent déjà beaucoup de temps devant les écrans. Je joue, je regarde un peu YouTube et aussi je joue à mes jouets. En général, j'y vais plus pour regarder YouTube. Un usage parfois dangereux, car les enfants peuvent être confrontés à des contenus violents. Les parents doivent donc multiplier les astuces pour les protéger. On a activé le plus de restrictions possible. Moi j'ai un contrôle parental directement sur mon PC, donc ils n'ont pas d'accès aux trucs violents, tout ça. Le contrôle parental, un outil qui existe déjà, mais que le gouvernement souhaite généraliser. Un décret obligeant les fabricants à en équiper les appareils connectés devrait bientôt être publié. Concrètement, les parents pourront décider des plages horaires et des contenus disponibles. Ça va nous aider, surtout nous les parents qui ont beaucoup d'enfants. Et avec un seul compte, tu contrôles le téléphone de tes enfants. On ne peut pas être là toute la journée à surveiller ce qu'ils font. Non, c'est une bonne idée. Pour profiter de ce nouvel outil, il va falloir attendre. D'abord que le décret soit publié au journal officiel, mais aussi que les marques changent leur processus de fabrication. 16h50, merci d'avoir suivi l'après-midi info ce dimanche. Nous sommes ravis de vous avoir informé ce week-end. Retrouvez tout de suite BFM Story Weekend avec Ronald Guintrange. Il reviendra notamment sur la situation en Ukraine avec cette contre-offensive de l'armée ukrainienne. Merci à vous. Bonne fin d'après-midi ce dimanche. Très bonne fin de journée à tous.